d'identification des éleveurs transhumants Mbororo. À Bouta, dans la province du Bas-Ouélé, la formation des identificateurs de Mbororo est lancée. Cette démarche vise à mieux encadrer la transhumance, renforcer la sécurité et consolider la gouvernance locale. La population du Bas-Ouélé s'en est félicitée et remercie très sincèrement les chefs de l'État pour sa grande écoute. Je demande à chacun de vous concentrer très sérieusement sur les modules qui vous seront enseignés et de donner le meilleur de vous-même pour un aboutissement heureux de ces travaux de recensement et d'enregistrement de ces éleveurs transhumants. Pour cette session, 40 participants seront formés et outillés sur notamment la maîtrise des Kobo Collect, un outil numérique pour le remplissage facile et rapide d'un formulaire contenant les rubriques sur les informations relatives aux éleveurs, les armes utilisées et leur bétail. Séance présidée par Eric Mukandila, qui appelle à ces derniers de faire preuve d'exemplarité et de professionnalisme dans le traitement des différents cas avec dignité humaine. Cet événement marque le début d'un travail collectif essentiel pour notre pays, en ce qu'il permettra de manière officielle, scientifique, d'identifier les Mbororo qui sont établis dans la province de Bas-Ouélé. L'objectif poursuivi par cette formation est de garantir une saisie correcte, complète, fiable et sécurisée des données conformément aux formulaires validés par la commission interministérielle et les autorités provinciales. Vers la réinsertion socio-économique de Mombondo à Maluku et Kwamut, le PDDRCS et l'OIM préparent l'installation d'un point focal. Mission, accompagner les ex-combattants Mombondo et les communautés dans les activités génératrices de revenus. On fait le point avec Peggy Mukunda. La pérennisation des acquis du projet PBF Maïndombe en faveur des ex-combattants Mombondo et des membres des communautés de Maluku et de Kwamut sur les interventions en santé mentale, l'accompagnement psychosocial et les activités génératrices de revenus a fait l'objet d'une rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangantita, accompagné de son adjoint chargé de l'administration et des finances, William Balika, et une délégation de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, conduite par son chef de mission ad intérim, Sassa Lonkarik. Une occasion pour les deux parties d'aborder l'installation prochaine d'un point focal du PDDRCS chargé de faciliter la supervision des activités axées sur la cohésion sociale. Il s'avère nécessaire d'assurer une coordination afin de garantir la transparence, la complémentarité et la consolidation des acquis du processus, a martelé le patron du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita. Par ailleurs, d'autres dossiers d'intérêt commun ont été abordés, à savoir le soutien de l'OIM à la riposte contre la maladie à virus Ebola en Ituri, la mise en œuvre de l'accord de Washington sur les rapatriements des FDLR ainsi que le rapatriement vers le Burundi des combattants étrangers actifs à Uvira dans le cadre du groupe de contact et de coordination. La maladie à virus Ebola est toujours d'actualité alors que la rentrée scolaire approche. 3 mois après le début de la riposte, le gouvernement fixe les esprits. Il n'y a pas de virus à Kinshasa, le calendrier scolaire ne connaîtra aucun réajustement. Tous les détails ont été donnés lors du briefing presse d'hier. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé publique était aux côtés du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Résumé est fait par Jacques Kababa. Riposte à l'épidémie des maladies à virus Ebola, bilan à 3 mois et préparatif d'une rentrée scolaire sécurisée dans les provinces affectées. Thème central du briefing presse. Face aux journalistes et opérateurs de prise de vue, Patrick Mouyayaka Tembwe, ministre de la Communication et Médias, Raïssa Maloudinanga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Dr Roger Samuel Kambamulamba a, dans son adresse, indiqué que 55 zones de santé sont impliquées dans la riposte. Le bilan fait état de plus de 5000 cas confirmés, plus de 2300 décès et plus de 1000 personnes déclarées guéries. Ebola est une maladie que nous pouvons contenir si nous arrivons avec les mesures de santé publique, mais aussi avec des mesures médicales. Depuis que des épidémies ont commencé,
il y a à peu près 3 cas qui sont arrivés à Kinshasa. Cette épidémie, il y a 0 cas à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Quand on présente les informations, on a vraiment l'impression que la planète est en feu, que la RDC c'est encore pire, c'est quasiment l'enfer. Absolument. Mais la réalité c'est qu'au niveau international, les risques sont très faibles. La situation épidémiologique impose également des agissements dans les secteurs de l'éducation. À l'approche de la rentrée scolaire, les gouvernements prévoient une approche différenciée afin de limiter les risques de transmission dans les zones les plus exposées. Dans les provinces administratives qui sont touchées, nous avons 138 sous-divisions éducationnelles. De ces 138, il y en a 40 qui sont touchées et de ces 40, il y en a 18 qui sont à haut risque, soit 13%. Alors, le ministère a un dispositif pour pouvoir agir dans ce cas. On va en fait adopter un système qui sont des feuilles qui seront produites, basées sur le programme, limitées à des savoirs essentiels et qui seront distribuées aux enfants pour leur permettre de continuer le travail à la maison. Et ce dispositif de feuilles qui leur sera distribué va être accompagné complémentaire avec des émissions radio et ils peuvent passer les épreuves certificatives, même l'examen d'État, selon des dispositifs qui sont précisés dans les mesures d'accompagnement. Le gouvernement veut également éviter que l'évolution de la situation dans les provinces touchées ne se traduise par une propagation vers d'autres parties du pays. C'est pour ça que nous insistons, le moindre cas, le moindre mal de tête, le moindre mal de ventre, aller à l'hôpital, c'est gratuit. Notre stratégie consiste à la fois à traiter dans les hôpitaux, mais aussi à aller dans les communautés. Ce n'est que de cette manière que nous espérons, dans le jour qui viennent, les chiffres des morts baisseront et nous tous, on aura véritablement pris conscience de la dangerosité de Bundibugyo. Après 3 mois d'intervention, la République démocratique du Congo entend ainsi poursuivre les efforts pour contenir la maladie, renforcer la prise en charge des personnes affectées et empêcher l'apparition de nouveaux foyers tout en adaptant progressivement les mesures aux réalités de chaque zone de santé. La lutte contre la maladie à virus Ebola oblige l'Ituri et le Haut-Uélé à travailler ensemble. Ce journal se poursuit avec Iverson Kababa. Tout à fait, Edith Chala, les ravages causés par la maladie à virus Ebola au PK51 de Niania sur la RN25 ont poussé les autorités à réagir. Le gouverneur du Haut-Uélé et de l'Ituri ont dépêché une délégation mixte sur le terrain pour sensibiliser la population locale sur le risque et les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Images et commentaires. Le Haut-Uélé, à travers son ministre provincial des Finances, Jacques Anzatepe Danga, mandaté par le gouverneur Jean-Bakomi Togambou, a pris part aux assises de mutualisation des efforts contre Ebola entre les 3 provinces de l'Ituri, Haut-Uélé et la Tchopo, organisées tour à tour au PK 51 et 47 dans la zone de santé de Niania en territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. À la première réunion de concertation au PK 51, les leaders communautaires ont demandé pardon avant de plaider pour la réimplantation des nouveaux centres de traitement d'Ebola en remplacement du premier incendié par la population. Une deuxième réunion plus technique s'est tenue quant à elle au PK 47, présidée par l'administrateur militaire du territoire de Mambasa, Matadi Mouyapandi Jean-Baptiste. Réunion ayant décidé de la reprise des activités de la riposte contre Ebola au PK 51. Au terme de celle-ci, le ministre provincial des Finances, Anzatepe Danga du Haut-Uélé, a précisé les raisons de la participation du Haut-Uélé à ces assises. Et nous, comme Haut-Uélé, où désormais tout le malade, tout le monde se déplace et nous sommes exposés, nous avons voulu être témoins de son évaluation et ce qui nous permettra à nous de prendre des dispositions utiles pour que la maladie ne puisse pas aller partout. On a noté dans la délégation venue du Haut-Uélé la présence très remarquée du célèbre docteur Prof Tive Aouka, incident manager à la coordination nationale de la riposte contre Ebola, et du ministre provincial de la communication et intérimaire de la santé, Emmanuel Arama Odingo Kiro. Précisons enfin que l'agglomération de PK51, pourtant surpeuplée à cause des activités minières, s'est quasiment vidée de sa population suite à l'ampleur de l'épidémie à virus Ebola.
La couverture santé universelle passe à la vitesse supérieure. En RDC, la commission demande des soins et planification affine sa feuille de route pour mieux organiser les soins, relever les défis du système de santé et accélérer l'accès de tous à des soins de qualité. Autres explications avec Cédric Eninambo. C'est dans un élan de multisectorialité que se tiennent ces assises, portées par la commission Organisation de la demande des soins et planification du Conseil national de la couverture santé universelle, avec l'implication du secrétariat général à la prévoyance sociale. Cette rencontre vise un objectif majeur, parvenir à une feuille de route claire, capable de contribuer à un accès plus équitable aux soins de santé. Un objectif rappelé par le docteur Polydor Mbogani qui appelle les participants à faire preuve de célérité dans les travaux. Je vous invite à des échanges francs, constructifs et pragmatiques. Nous attendons de vous un examen minutieux de chaque axe de cette feuille de route. Quels problèmes cette feuille de route entend-elle résoudre et surtout, quelles actions prioritaires devront être mises en œuvre à l'issue de cet atelier? Le coordonnateur du CNCISU apporte des précisions. Un des objectifs que moi, je trouve que cette commission sur laquelle elle devait travailler, c'est de voir comment organiser déjà cette population qui travaille dans l'économie informelle. Vous savez, des exemples qui existent, c'est des coopératives agricoles, les coopératives des artisanaux miniers, etc. Donc les aider à mieux s'organiser parce que ça sera difficile pour eux d'avoir accès à des soins s'ils ne sont pas déjà organisés au départ. Cette organisation va nous permettre aussi de faciliter leur formalisation. Parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux dans ce processus de protection sociale en santé, si ce processus s'accompagne aussi dans une certaine mesure de l'inclusion financière et de la formalisation de leur secteur. Et cette sensibilisation sur la maladie rénale par l'Association congolaise de néphrologie à travers son premier congrès, on en parle avec Constance Manangalelo. Quand on exerce l'art de guérir, il faut régulièrement se remettre en cause, c'est-à-dire parfaire sa connaissance. Selon la Société congolaise de néphrologie, Sokonef à Kinshasa comme à Bukavu, une personne sur 8 est affectée par la maladie rénale, un problème de santé publique à résoudre absolument. D'où l'organisation de ces congrès multidisciplinaires, le deuxième du genre. L'objectif principal, c'est de former les médecins, les néphrologues, les infirmiers, les médecins généralistes, mais également les techniciens de dialyse. Un congrès multidisciplinaire. Pourquoi multidisciplinaire? Parce que le rein, en fait, il peut être affecté par plusieurs autres maladies. La particularité de ces congrès organisés 3 ans après le premier est qu'il va se focaliser sur la femme. La femme est au centre de ces congrès. On va se focaliser sur la femme parce qu'il y a des maladies rénales qui touchent souvent la femme, qui ne touchent pas les hommes. Donc il y aura des perspectives de recherche autour de la femme. Les ateliers pratiques autour des machines de dialyse, les perspectives des recherches autour de la femme seront au rendez-vous. Une manière pour la Société congolaise de néphrologie, Sokonef, de répondre à leur principal objectif, la formation continue. Ce deuxième congrès va se tenir pendant 3 jours, soit du 25 au 27 août à Rotana, à Kinshasa. Le désenclavement du Sud-Ubangi entre dans une phase concrète. Plusieurs engins et équipements destinés au chantier de Gemena, chef-lieu de la province, viennent d'être chargés et acheminés. L'objectif est de faciliter l'évacuation des produits agricoles et de stimuler l'économie locale. On en parle dans ce reportage de Jacques Kabouaba. C'est au quai du port Nokafes à Kinshasa que s'est déroulée le lundi 17 août dernier la cérémonie de chargement et de départ des engins et équipements destinés au chantier de Gemena, chef-lieu du Sud-Ubangi. Au nom de Serge Kassandalou Samba, PDG d'Imo Cercas, Maître Richard Moukendi s'est félicité de cette initiative qui, selon lui, traduit la volonté d'accompagner la vision des chefs de l'État dans l'amélioration des infrastructures routières. Le départ de ce bateau constitue une étape importante dans la concrétisation de notre engagement à mettre à la disposition du projet les moyens techniques et logistiques nécessaires
à la finalisation des travaux. Après l'inspection et la vérification des équipements à bord des barges, le gouverneur du Sud-Ubangui, Jean-René Galé Kwavundwawe, a salué l'engagement du président de la République en faveur de sa province. Il a également appelé la population à accompagner les travaux afin de garantir leur réussite. Le premier mot, c'est remercier le chef de l'État qui a pensé à travers ces projets de doter la ville de Guémena de ses premiers kilomètres de route asphaltée. Deuxième volet, c'est d'appeler la population du Sud-Ubangui à accompagner ces projets. Cette nouvelle expédition vient ainsi renforcer les moyens matériels déjà déployés à Guémena. Une étape qui s'inscrit dans la concrétisation de la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, améliorer la mobilité, désenclaver les provinces et favoriser l'évacuation des produits agricoles grâce à la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. À Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, les réseaux routiers fait peau neuve. 20 km de voiries urbaines sont en cours de modernisation. Un chantier majeur confié à l'entreprise Mongabon qui transforme déjà le quotidien des habitants. Junior Selemani. Le changement se concrétise, le bitume prend enfin la place de pistes impraticables. Au cœur de cette transformation, l'entreprise congolaise Mongabon Sarli, elle est à la tâche pour moderniser 20 km de voiries réparties sur 24 axes. Et ce linéaire était estimé à 20 km et réparti sur 24 axes. Et parmi les axes en charge de Mongabon figure l'axe boulevard Mobutu. Au travers de son expertise, a engagé les travaux de haute intensité jusqu'au point où, à l'heure actuelle, vous constatez les gens circuler dessus. Le chantier est vaste et les contraintes techniques nombreuses. La société appelle donc à la conscience collective pour protéger ces nouveaux aménagements. Car pour le Boyomé, le bénéfice est immédiat. Nous disons merci à notre président pour la transformation que nous voyons ici. Nous voyons les changements sur les routes et dans plusieurs autres domaines. Qu'il règne et qu'il continue à prêter main forte à la société Mongabon. Une circulation plus fluide et de déplacement nettement facilité. Mongabon pose ainsi sa pierre à l'édifice, redessiner le réseau routier pour offrir un nouveau visage à la ville de Kisangani. Vous avez suivi dans les sommaires plus de 10 jours que le calvaire dure à Luozi dans la province du Congo central. Le bac qui assure la traversée des véhicules sur le fleuve Congo est en panne. Conséquence directe, plus aucune traversée n'est possible. Images et commentaires. C'est devenu un parcours des combattants pour atteindre le dérive par la traversée de la rivière Luozi. Situation causée par la panne du Grand Bac, la vétusté du coq, le manque d'une motopompe et d'un groupe électrogène. Cette triste réalité rend les trafics impraticables, sinon impossibles pour les usagers. Seul le petit bac qui assurait le trafic est tombé aussi en panne. Comme si cela ne suffisait pas, l'un de ces engins flottants a cédé, entraînant ainsi l'arrêt de la traversée. Conséquence, plusieurs véhicules immobilisés des parts et d'autres du fleuve. Cette panne pénalise donc lourdement les usagers, notamment les transporteurs, les commerçants et les voyageurs, avec risque éventuel de perturber davantage la circulation sur cette importante voie de communication. La situation est vraiment dramatique au niveau du territoire de Luozi. La population qui était déjà enclavée depuis des années antérieures et qui n'avait plus qu'un seul bac qui pouvait les aider un peu à vivre est encore aujourd'hui asphyxiée. Parce que le seul bac qui restait parmi les 4 qui existaient est encore tombé aujourd'hui en panne. Face à cette situation préoccupante, il est temps d'agir en toute urgence afin de trouver une solution durable, notamment par la réparation du grand bac. Pourquoi pas trouver un bac fiable adapté au trafic? La population de Luozi en difficulté pour traverser le fleuve lance un cri d'alarme aux autorités de prendre des mesures urgentes pour le rétablissement de la trafic en toute quiétude.
Restons dans cette zone géographique, renforcer la qualité de l'offre et des formations professionnelles. C'est l'objectif fixé par le ministre d'État en charge de la formation professionnelle en mission de service. Plus de détails avec Anastasie Doumbou. En mission dans la province du Congo central, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, a présenté ses civilités au vice-gouverneur de province, Prosper Ntelantabidila, au gouvernorat de province en ville basse dans la commune de Matadi. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre provincial de l'Éducation, Jean Kimboko, et quelques membres du cabinet du gouverneur, ainsi que du directeur général adjoint de Matadi Gateway Terminal, MGT, coordonnateur du programme MGT Young Leaders Academy, Florian Masaki Nzembele. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du programme Young Leaders Academy, porté par MGT dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette initiative qui vise à développer la compétence des jeunes dans différents métiers liés aux activités portuaires. La province du Congo central, c'est une province logistique, avec tous les projets que nous avons dans la province. Et donc, il faut anticiper, préparer la jeunesse, principalement de la province du Congo central, à occuper les postes qui viennent dans le cadre de ces vastes projets. Et pour cela, il faut préparer les compétences. Tout juste après, Marc Ekila s'est rendu au port de Matadi Gateway Terminal, situé à Kikanda dans la commune de Matadi. Le ministre d'État a rencontré les étudiants des MGT Young Leaders Academy. La mission s'est achevée par une visite de bureau et des installations du port de MGT. À travers cette académie, les promoteurs ambitionnent d'améliorer l'employabilité des jeunes et de contribuer à la création de nouvelles opportunités professionnelles dans la province du Congo central. Une initiative qui rejoint les priorités du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière de formation professionnelle, d'insertion des jeunes et de création d'emplois. Changeons le chapitre en vacances parlementaires à Tchangou. Le député national Richard Monamboumou s'engage à construire des abris scolaires. Objectif, accompagner la gratuité de l'enseignement des bases prôné par le garant de la nation. Images et commentaires. Après la clôture de la session extraordinaire, le député national Richard Monamboumou s'est rendu au village Kibomango dans sa circonscription électorale de Tchangou. Sur place, l'élu a lui-même fait le constat d'un manque criant d'infrastructures scolaires adéquates. Un problème qui freine l'éducation des enfants de ces coins de la capitale. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, Richard Monamboumou est venu s'enquérir des problèmes vécus par les habitants. Après échange avec les autorités locales, le député philanthrope a pris un engagement fort. Nous avons l'obligation de soutenir la gratuité de l'enseignement par la qualité. Je prends l'engagement de construire des abris afin de permettre aux enfants d'étudier dans des conditions appropriées. Mais nous, de notre côté, étant le gouvernement, nous avons l'obligation de soutenir la gratuité par la qualité. Le député national a également salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans cette partie de la capitale. Un engagement qui marque une fois de plus le dévouement de l'élu à chercher des solutions au profit de la population. Direction au Katanga, la diversification de l'économie demeure une préoccupation principale pour le gouverneur de cette province. Martin Kazembe Choula tient à booster la riziculture et la pisciculture. Ce lundi, il s'est rendu au village Ndango dans le territoire de Kasenga pour la prospection du terrain devant abriter un village agricole. C'est pour booster le développement économique dans les coins et recoins de la province du Haut-Katanga que le patron de la province, Martin Kazembe Choula, s'est rendu au village Ndango, une zone presque impraticable située à environ 18 km du village Kachobwe dans les territoires de Kasenga. Accompagné de son père biologique et grand chef coutumier Nkuba Kawama et des ingénieurs agronomes, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a parcouru de bout en bout cet espace culturel qui sera très bientôt exploité pour la riziculture et la pisciculture. L'objectif de cette descente est de se rassurer de cette bonne terre arable, estimée à plus ou moins 1000 hectares d'étendue. L'exploration de ces coins du Haut-Katanga vise à installer tout un village agricole à Ndango. En plus de l'agriculture, le gouverneur prévoit ici la construction des maisons pour les agriculteurs, 5000 ménages au départ, des écoles, des hôpitaux et des centres récréatifs. L'ingénieur agronome André Nsonga le confirme. Ce projet débute cette année. À partir du mois de septembre, on est déjà à pied d'œuvre de remettre tout
les engins en ordre pour que cela puisse commencer. Les patrons de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, étaient face aux paysans d'Ndango. Objectif, les sensibiliser à cette initiative technique agricole. Question de lutter contre l'insuffisance alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Un projet qui a trouvé tout son pesant d'or dans ces villages du territoire des Kasenga. Pour témoigner de leur soutien indéfectible à ces projets, ces riverains d'Ndango ont offert plusieurs présents au gouverneur Martin Kazembe Choula. Environnement, la terre congolaise vue du ciel et analysée par la science, le réseau MAP Biomasse dévoile sa nouvelle cartographie 2000 à 2025, 25 ans d'évolution du territoire pour mieux gérer les ressources et le climat. Chimène Dondo nous en parlait dans ses reportages. 25 ans de transformation du territoire passé au scanner. Le réseau MAP Biomasse a organisé un atelier consacré à la nouvelle cartographie de l'occupation et de l'utilisation des terres couvrant la période 2000 à 2025. Le but est de fournir des données scientifiques fiables pour orienter l'aménagement du territoire, la gestion durable de ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Dans cet atelier qui concerne disons la cartographie, la constitution de la cartographie liée au biome de la RDC. Au niveau public, nous avons des institutions, surtout de notre ministère, qui ont cartographié la RDC, en l'occurrence l'IGC, le CNT. Et cette carte d'occupation du sol, le travail de MAP Biomasse permet de donner ces bonnes informations qui peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion et guider les politiques de développement du pays. Les informations qu'on trouve sur cette carte, c'est d'abord il y a les forêts, la couverture forestière. On voit les zones qui sont occupées par les forêts. On voit aussi les zones qui sont occupées par les pâturages, l'agriculture. Bon, les mines n'ont pas été cartographiées cette fois-ci, mais aussi les forêts plantées. Et donc, toutes les classes d'occupation du sol sont là. Une initiative saluée par le professeur Aimé Ikwakile, conseiller et représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Lancée au Brésil en 2015, MAP Biomasse ambitionne de couvrir d'ici 2030 70% de forêts tropicales mondiales. Après plus d'un an de travail, la commune de Maluku s'est dotée le vendredi dernier de son tout premier plan communal de développement élaboré en collaboration avec l'UNAJAC SBEL. Ce document stratégique a été officiellement remis aux autorités communales et aux chefs coutumiers. Après plus d'un an de consolation, Maluku se dote enfin de sa boussole pour le développement. Son tout premier plan communal de développement élaboré avec l'accompagnement de l'UNAJAC ASBEL, un document historique qui fixe désormais les priorités de la commune et appelle toutes les forces vives à passer les ambitions aux actions. Déjà, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, on parle de la ville de Kinshasa qui se sent asphyxiée par des embouteillages et autres. Le gouvernement, tant central que provincial, compte élargir la ville de ce côté de la province. Et la commune de Maluku, depuis toujours, était considérée comme un bénéficiaire qu'un acteur. Aujourd'hui, en élaborant le plan communal de développement, Maluku vient de s'imposer sur la table des échanges. Aujourd'hui, Maluku n'est pas qu'un bénéficiaire, mais c'est un acteur qui a une vision et des actions à mener sur le terrain pour sa population. Ce document constitue, à mes yeux, bien plus qu'un simple instrument de planification. Il est l'expression d'une volonté collective, celle de faire de Maluku une commune qui pense son avenir, qui identifie ses priorités et qui se donne les moyens de construire son développement avec la participation de sa propre communauté. Moment fort, sa remise symbolique au chef coutumier pour placer les communautés au cœur du développement. À Maluku, la feuille de route est tracée, reste maintenant à la transformation en réalisation.
Protéger les travailleurs contre le harcèlement et la violence dans le milieu professionnel, c'est la raison d'un colloque organisé par l'ESBEL-UEMA. Il a réuni les experts du ministère du Travail, du ministère de la Santé et des organisations de la société civile. Objectif principal, réunir les éléments nécessaires pour accélérer la ratification de la Convention 190 de l'OIT par la RDC. Christine Lenzo. Plusieurs cas de harcèlement et de violence envers les femmes sont signalés dans les milieux du travail, que ce soit dans les secteurs formels comme informels. Voilà qui a poussé la structure UEMA ASBEL, en collaboration avec la Fondation Friedrich Herbert, à organiser ce colloque national sur le lancement des plaidoyers pour la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, dont les travaux ont été ouverts par le secrétaire général du ministère du Travail, Dona Bangoula Mungango. Au regard de l'ampleur du fléau de ces problèmes, qui est grave, l'ONG ou UEMA convient les ministères ainsi que d'autres institutions ainsi que les partenaires sociaux à examiner les propositions qu'elle porte pour envie d'accélérer la ratification de cette convention. C'est depuis 2019 que l'OIT avait adopté cette convention qui reste encore non ratifiée au niveau de la RDC, comme le précise Chantal Faïda, présidente de UEMA ASBEL. Aujourd'hui, les gouvernements, avec la société civile, nous sommes en train de rassurer tous les travailleurs, toutes les travailleuses de pouvoir se sentir sécurisés et productifs parce qu'il y a un document, un instrument de la communauté internationale qui les protège pour garantir une justice sociale et une dignité humaine pour tous les travailleurs. Les harcèlements et les violences prennent de plus en plus de l'ampleur en RDC, d'où 2 jours durant, les participants à ces forums vont sortir des résolutions, lesquelles seront soumises à qui des droits en vue d'accélérer la ratification de la C190. Nous soutenons que l'État est effectivement en position de mesurer et de gérer ce genre de plaintes à la faveur des ouvriers ici en RDC. Après l'ouverture officielle, les participants ont écouté une des expertes sur les failles du Code du travail et mécanismes de prévention, suivi de la présidente de l'intersyndicale. Et nous allons poursuivre ce journal avec vous, Edith Chala. La composante société civile congolaise a commémoré mardi 18 août 2026 ses 35 ans d'existence formelle. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence du centre d'accueil Kimbangiste à Kinshasa, nous dit Béatrice Chako. « 35 ans d'histoire, des combats, mais aussi de contribution à la construction de la démocratie en République démocratique du Congo, surtout enfin 35 ans d'hommage à Papa Simon Kimbangu, le précurseur de la société civile congolaise. Pour marquer cette étape d'histoire et d'hommage, la parole est revenue au doyen d'âge, le professeur Bernard Boutoula, pour un témoignage empreint de mémoire qui retrace le chemin parcouru. Parmi les anciens qui ont accompagné les différentes étapes de l'évolution de la société civile, l'honorable Bahati Lukwebo, présent dans la salle, a aussi pris parole. La société civile doit reprendre son rôle, celui d'interpeller les dirigeants, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir pour qu'ils puissent répondre aux attentes de la population. Au cœur de ces 35 années d'engagement, les femmes occupent une place particulière. Nous demandons à la société civile de continuer sa lutte pour arracher la paix et la justice sociale du peuple congolais. En commémorant les 35 ans de l'existence formelle de la société civile en République démocratique du Congo, la femme profite de cette occasion pour demander qu'il y ait 50% de la représentation des femmes au dialogue. Autre thématique mise en lumière au cours de cette commémoration, les personnes vivant avec handicap. Après 35 ans d'existence formelle, la société civile congolaise entend ainsi transformer le devoir de mémoire en un nouvel engagement. Avant de nous séparer, je vous rappelle, signer la pétition pour les génocides en République démocratique du Congo est un devoir républicain. Est-ce que vous l'avez déjà signé? Au pays comme à l'étranger, vite vous signerez, mieux ça vaudra. Scannez tout simplement les QR codes sur nos antennes. Pour le faire, le journal lui est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes
sur la télévision nationale.